À l'aube, la Tanzanie s'est retrouvée coupée du monde, d'un geste sec. À Dar es Salaam, les téléphones restent figés au milieu d'un message, les flux s'arrêtent et la ville paraît tenue en laisse par un calme qui n'a rien d'apaisant, comme si l'élection n'était plus qu'un décor immobile. Si l'on peut effacer les témoins en éteignant l'Internet, que vaut encore une stabilité proclamée et que répondrait Ibrahim Traoré à ce silence présenté comme une mesure de sécurité? Dans ce vide, la vérité respire encore, mais elle doit apprendre à passer de bouche à oreille. Cette histoire promet de montrer ce qui se joue quand le silence devient un outil politique plutôt qu'un accident technique. Elle expose les enjeux immédiats pour les citoyens ordinaires, les médias, l'économie locale et la crédibilité institutionnelle, sans ajouter de fait au-delà du récit observé. Le bénéfice pour le lecteur est clair: comprendre en 10 à 15 minutes comment une coupure numérique peut transformer une élection en théâtre immobile. L'enjeu dépasse un pays. Il touche la confiance, la participation et la frontière fragile entre sécurité proclamée et contrôle réel. Ce récit suit les minutes puis les heures où affiché se confond avec l'obéissance exigée et où l'absence de connexion redessine les rapports de force. Une question se glisse alors, presque à voix basse: si le calme est imposé, qui parle encore et comment la mémoire circule-t-elle? La suite promet des repères précis, des scènes concrètes et une chronologie resserrée pour mesurer ce qui a été perdu et ce qui a commencé à se reconstituer hors des écrans. En moins d'une matinée, un pays présenté comme stable est passé d'une élection annoncée à un silence total. Les réseaux ont ralenti puis se sont éteints, et avec eux la possibilité même de vérifier, de témoigner, de contester ce qui se déroulait sous les yeux des citoyens. Ce basculement n'est pas apparu de nulle part. Quelques semaines auparavant, les principaux partis d'opposition avaient été disqualifiés, leurs dirigeants arrêtés et la compétition électorale réduite à une formalité sans adversaire réel. Sur le papier, tout semblait calme. Sur le terrain, ce calme était tendu, chargé d'une attente que personne n'osait nommer. Lorsque la coupure numérique est devenue évidente, le langage officiel a parlé de sécurité et d'ordre. Dans les rues, la perception était différente. Le silence n'était pas neutre. Il empêchait les images de sortir, les messages d'arriver, les récits de se croiser. Un observateur l'a résumé d'une phrase: cela ressemblait davantage à des funérailles qu'à un vote. C'est ici que se referme la première question ouverte au début. Effacer les témoins ne supprime pas l'événement, mais change la manière dont il est vécu et transmis. Privés d'écran, les habitants ont donc commencé à s'observer les uns les autres, à écouter les rumeurs, à mesurer la réalité par des signes concrets. Écoles à moitié vides, marchés ouverts en retard, présence accrue des forces de sécurité. Dans ce contexte, la comparaison internationale a surgi dans les conversations, parfois à voix basse. Certains ont évoqué d'autres trajectoires africaines récentes où l'armée avait refusé de tirer sur la population, rappelant le cas d'Ibrahim Traoré et l'idée que la souveraineté sans dignité reste une prison. La Tanzanie offrait un contraste brutal, non pas une rupture visible, mais une extinction progressive de la parole. Et soudain, un détail révèle tout. La coupure n'était pas seulement technique, elle redéfinissait le rapport entre pouvoir et société, transformant une journée électorale en expérience de dépossession collective. Ce cadre permet de comprendre pourquoi, quelques heures plus tard, le calme apparent a commencé à se fissurer, laissant place à des formes de mobilisation qui ne dépendaient plus d'Internet. Pour comprendre comment ce silence a été vécu, il faut suivre une figure ordinaire plutôt qu'un dirigeant. À Dar es Salaam, une mère se tient sur son balcon, téléphone en main, regardant la dernière barre de signal disparaître sans bruit. Son geste est simple, presque banal.
Il condense pourtant l'impact immédiat de la coupure sur des millions de foyers. Son fils étudie dans une autre ville, elle tape un dernier message, demande s'il est en sécurité, puis attend. Le message ne part pas. Ce micro-événement, répété à l'infini à travers le pays, transforme une décision abstraite en expérience intime. Très vite, les effets précoces se multiplient. Les taxis s'arrêtent, faute de GPS, les commerçants hésitent à ouvrir sans nouvelles des fournisseurs. Les radios diffusent en boucle des messages officiels sans interaction possible. Dans les écoles, l'absentéisme augmente non par grève déclarée, mais par incertitude diffuse. Personne ne sait si la journée sera normale ou dangereuse. Un autre personnage guide apparaît dans ce paysage. Un vendeur âgé éteint sa radio et murmure que lorsqu'on demande le silence, c'est souvent par peur du bruit. Cette phrase circule sans réseau, reprise de bouche à oreille, et devient un repère interprétatif partagé. Le silence cesse d'être perçu comme temporaire et commence à être compris comme intentionnel. L'impact n'est pas encore explosif. Il est progressif, presque discret, mais il modifie déjà les comportements. Rester chez soi, observer, attendre, puis comparer les signes visibles avec les paroles officielles. C'est dans cet écart que naît la question centrale. Le déclencheur paraît d'abord presque invisible. La matinée avance, les centres de vote ouvrent, mais les files d'attente attendues ne se forment pas. Les urnes restent intactes, les drapeaux battent faiblement dans le vent, et l'absence de foule devient elle-même un signal. Ce qui devait être une routine civique se transforme en scène figée, observée par des agents de sécurité plus nombreux que les électeurs. À mesure que les heures passent, la compréhension collective s'affine. Les gens réalisent qu'il n'y aura pas de véritable choix, pas de compétition, pas même l'illusion d'une participation partagée. Dans certains quartiers, des voix s'élèvent, d'abord hésitantes, puis plus assurées. Les slogans ne circulent probablement pas en ligne, mais par proximité physique, d'un marché à l'autre, d'une rue à la suivante. Le message est simple, pas de vote sous la peur. Le point de bascule survient quand cette absence se mue en présence. Des groupes se rassemblent devant des bureaux de vote vides, non pour déposer un bulletin, mais pour constater ensemble l'anomalie. Une station est incendiée. Le geste n'est pas décrit comme une explosion de chaos, mais comme un signal adressé au reste du pays. Le feu n'est pas seulement destructeur, il rend visible ce qui était nié. La réaction des autorités est rapide. Les forces anti-émeutes descendent dans les rues, le gaz lacrymogène remplace l'air et le calme proclamé prend l'odeur de la contrainte. Les vendeurs replient leurs étals, les enfants se couvrent le visage avec des tissus humides et la ville change de rythme. Ce qui était une journée électorale devient une séquence de maintien de l'ordre. C'est dans cette montée de tension qu'un nom commence à circuler. Un officier arrêté quelques semaines plus tôt pour avoir rappelé que l'armée devait défendre la nation sans craindre son peuple est évoqué à haute voix. Ces paroles, réduites au silence auparavant, reviennent comme un refrain scandé par la foule. La comparaison avec d'autres contextes africains s'impose naturellement, notamment celui d'Ibrahim Traoré, souvent cité comme symbole d'un refus de tirer sur les civils et d'une souveraineté revendiquée au nom de la dignité. Le contraste est frappant et alimente la colère autant que l'espoir. Le paroxysme n'est pas une prise de pouvoir ni un discours officiel. Il se situe dans l'image d'une jeune femme debout sur une barricade, tenant un portrait historique, tandis que les grenades lacrymogènes roulent à ses pieds. Elle ne bouge pas. Autour d'elle, les téléphones filment sans pouvoir transmettre, enregistrant pour une mémoire future plutôt que pour un public immédiat. Les répliques suivent rapidement. Les réseaux sont totalement coupés, les journalistes disparaissent des ondes et les communications se fragmentent. Le pays devient
une île informationnelle où chacun doit interpréter la réalité à partir de ce qu'il voit et entend directement. Le discours officiel parle de terrorisme et d'ingérences étrangères. Dans la rue, la perception est inverse. Ce qui se déroule est vécu comme une réponse à une confiscation. Les ondes de choc ne s'arrêtent pas avec la nuit. Elles s'étendent dans les familles, les lieux de culte, les arrière-boutiques transformés en espaces de soins improvisés. La coupure, pensée pour contenir, a déclenché une recomposition sociale inattendue. Le silence n'a pas étouffé l'événement, il l'a déplacé. C'est cette dynamique enclenchée en quelques heures qui prépare la question suivante. Quand les chiffres et les effets mesurables apparaîtront, que révéleront-ils vraiment sur le coût de ce choix? Avant la coupure, la journée électorale devait suivre un schéma connu. Un flux continu d'informations, des images en temps réel, des messages circulant entre citoyens, médias et observateurs, et une économie urbaine fonctionnant à rythme réduit mais prévisible. Après la coupure, ce cadre bascule brutalement. La référence n'est plus une activité ralentie, mais une désorganisation généralisée où l'absence de données devient elle-même un indicateur. D'abord, un premier marqueur apparaît, l'économie immédiate. Le récit évoque des milliards disparus, non comme un chiffre précis, mais comme une estimation partagée a posteriori par des économistes observant la fuite des investisseurs et l'arrêt de nombreuses transactions. Avant, la monnaie circulait dans un marché régional connecté. Après, le shilling est décrit comme s'effondrant, symbole d'une perte de confiance plus que d'un simple ajustement monétaire. Cette variation ne se mesure pas seulement en taux, mais en comportement. Commerce fermé, marché vide, chaîne d'approvisionnement rompue. Puis vient un deuxième marqueur, l'information. Avant, journalistes locaux et correspondants étrangers pouvaient transmettre, vérifier et comparer. Après, les rédactions s'éteignent, les radios cessent de d'émettre et les vidéos se fichent en plein direct. La valeur de l'information chute à zéro dans l'instant, puis remonte lentement par fragments via clés USB, rumeurs et témoignages différés. Le delta ici est clair, d'une circulation en temps réel à une mémoire différée, vulnérable et contestée. Enfin, un troisième marqueur s'impose, le coût social. Avant la panne, la contestation potentielle restait dispersée, souvent contenue par la routine électorale. Après, le nombre de blessés augmente, les hôpitaux débordent et des réseaux de soins improvisés apparaissent que dans les ruelles. Aucun total chiffré fiable n'est avancé dans le récit, précisément parce que la coupure rend la vérification indépendante presque impossible. Cette absence de chiffres devient un indice en soi. Le silence empêche le comptage. Ces trois axes forment un tableau cohérent. Économiquement, la perte n'est pas seulement financière, elle est relationnelle. Informationnellement, le déficit ne porte pas sur le volume, mais sur la crédibilité et la traçabilité. Socialement, le coût se lit dans les gestes de solidarité forcés, signe d'un État perçu comme absent ou hostile. La comparaison internationale revient à ce stade sous une forme plus analytique. Dans certains débats extérieurs, le cas d'Ibrahim Traoré est cité pour souligner un contraste. Là où des militaires avaient refusé d'effacer la voix populaire, la Tanzanie semble avoir choisi l'extinction comme variable de contrôle. La mesure n'est pas chiffrée, mais l'écart de trajectoire est commenté comme un différentiel de légitimité. Peu à peu, l'avant et l'après convergent vers une conclusion provisoire. La coupure n'a pas seulement interrompu des services, elle a produit des coûts que même des milliards ne suffisent pas à résumer, car ils touchent la confiance, la mémoire et la capacité collective à témoigner. La question ouverte précédemment trouve ici un début de réponse. Quand les chiffres manquent, ce sont les comportements qui parlent,
et ils indiquent que le prix réel du silence dépasse largement ce qui pourra être comptabilisé plus tard. Un premier argument, souvent avancé par les partisans de la mesure, repose sur la sécurité. Dans cette lecture, la coupure des réseaux est présentée comme un outil préventif destiné à éviter l'escalade de la violence, la propagation de rumeurs et l'ingérence étrangère. Lorsque les plateformes numériques accélèrent la colère plus vite que les institutions ne peuvent réagir, suspendre temporairement les flux d'informations est décrit comme un moyen de préserver l'ordre public. Le calme visible dans les rues est alors interprété comme la preuve que la décision a fonctionné. Un deuxième argument invoque la souveraineté. Un État, selon cette position, conserve le droit de contrôler ses infrastructures de communication, surtout s'il estime que celles-ci sont utilisées pour déstabiliser le pays. Les critiques internationales sont perçues comme déconnectées du contexte local et aveugles aux risques internes. La coupure n'est donc pas présentée comme une répression, mais comme un acte d'autodéfense politique inscrit dans les prérogatives nationales. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils expriment des peurs réelles liées à la sécurité et au pouvoir à l'ère numérique. Mais les faits observés sur le terrain en révèlent rapidement les limites. D'abord, le calme n'équivaut pas à la stabilité. Le récit montre que la tranquillité apparente coexistait avec une mobilisation souterraine plus difficile à anticiper et à encadrer. L'absence de réseau n'a pas empêché les rassemblements. Elle a simplement déplacé leur forme et réduit la capacité des autorités à lire les signaux faibles. Du point de vue du contrôle, la mesure a donc créé davantage d'incertitudes qu'elle n'en a supprimé. Ensuite, l'argument de souveraineté se heurte à une perte de légitimité. Quand les médias sont réduits au silence et que la vérification indépendante devient impossible, chaque déclaration officielle est fragilisée, y compris celle qui pourrait être justifiée. Imposer n'est pas convaincre. À moyen terme, cette confusion alimente la défiance et renforce précisément les tensions que la coupure prétendait désamorcer. La synthèse est nuancée mais claire. Les motivations invoquées existent, toutefois, leurs effets observables révèlent une contradiction centrale. En cherchant à contenir le risque, la coupure a élargi la fracture de confiance. Elle a transformé une situation politique tendue en crise de crédibilité durable. La question n'est donc plus seulement juridique, elle est stratégique et humaine. Ce moment marque un basculement discret mais décisif. Au départ, la coupure semblait priver la population de moyens d'action en isolant les individus et en fragmentant l'information. Puis, l'effet inverse apparaît. Privés d'écran, les gens cessent d'attendre une validation extérieure et commencent à se fier à ce qu'ils voient, entendent et vivent directement. Dans les ruelles et les arrière-cours, des formes d'organisation émergent sans coordination centrale. Des femmes âgées préparent d'arc des mélanges pour soulager les yeux brûlés par les gaz. Des étudiants forment des chaînes humaines pour transporter les blessés. Des médecins improvisent des soins à la lumière des bougies. Chaque geste est petit, mais l'ensemble dessine une capacité collective que la coupure n'avait pas anticipée. Un détail cristallise ce changement. Une image capturée avant l'extinction totale circule plus tard. Une adolescente pressant un tissu imbibé de sang contre le bras d'un soldat. Aucun slogan, aucun mot. Cette scène contredit le récit d'un affrontement binaire entre État et population. C'est ici que la comparaison internationale prend un sens nouveau. Des observateurs évoquent Ibrahim Traoré non comme modèle à copier, mais comme rappel qu'une armée peut choisir une posture différente face à son peuple. La révélation n'est pas idéologique, elle est pratique. Le silence imposé n'a pas détruit la solidarité, il l'a déplacée.
À partir de ce point, la dynamique n'est plus seulement répressive, elle devient imprévisible car fondée sur des liens humains que ni les coupures ni les communiqués ne contrôlent entièrement. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La coupure, présentée comme un outil de contrôle temporaire, se transforme en aveu de fragilité. En l'absence de médias indépendants et de flux vérifiables, chaque déclaration officielle devient contestable par défaut. Les images de rues calmes diffusées en boucle perdent leur pouvoir de persuasion face aux témoignages directs qui circulent hors ligne. Le résultat n'est pas un renforcement durable de l'autorité, mais une érosion de la confiance, difficile à réparer même après le retour des réseaux. Pour les entreprises, l'impact est immédiat et mesurable dans les pratiques. Les chaînes logistiques se grippent faute de coordination numérique. Les paiements retardés, les commandes suspendues et l'incertitude générale poussent de nombreux acteurs à adopter une posture d'attente. Les investisseurs étrangers, évoqués dans le récit comme fuyant rapidement, réagissent bien moins à un événement isolé qu'au signal envoyé. L'environnement informationnel peut être coupé sans préavis. Cette perception accroît la prime de risque et freine les décisions à moyen terme. Du côté des citoyens, la conséquence la plus profonde est sociale. Privés d'outils numériques, les habitants redécouvrent des formes de solidarité directe mais au prix d'une grande vulnérabilité. Les parents ne peuvent plus joindre leurs enfants. Les patients hésitent à se déplacer et l'accès à des informations fiables devient inégal selon les quartiers. La dignité collective se renforce paradoxalement, mais la sécurité individuelle recule. Ce double mouvement crée une tension durable entre fierté civique et fatigue psychologique. À l'échelle régionale, l'événement résonne au-delà des frontières. Dans les capitales voisines, les jeunes leaders, les étudiants et les membres de la diaspora suivent la situation comme un test. Des comparaisons émergent, notamment avec le Burkina Faso, souvent cité dans le récit comme contrepoint symbolique. La référence à Ibrahim Traoré sert ici de miroir. D'un côté, un pouvoir accusé d'avoir débranché son peuple pour garder le contrôle. De l'autre, l'image d'une trajectoire où la rupture avec certaines influences extérieures est associée à une parole affirmée. La comparaison n'est pas factuelle au sens strict, mais elle structure les débats régionaux. Pour la communauté internationale, enfin, la conséquence est diplomatique. Les réactions fragmentées, prudentes, parfois tardives, donnent l'impression d'un monde observant à distance, hésitant à qualifier clairement ce qui se déroule. Cette retenue est perçue localement comme une indifférence, renforçant l'idée que la défense de la parole dépend avant tout des sociétés elles-mêmes. L'ensemble de ces effets compose un tableau cohérent. État fragilisé, économie ralentie, citoyens solidaires mais exposés, région attentive et monde extérieur prudent. La coupure n'a pas figé la société. Elle l'a déplacée sur un terrain plus instable où chaque acteur doit redéfinir ses repères. La question, laissée en suspens, devient alors centrale. Si le silence a produit autant de conséquences concrètes, que se passera-t-il lorsque la lumière reviendra? Et quelle trace restera-t-il de cette journée dans les mois suivants? Un premier scénario se dessine, celui de la normalisation apparente. Les réseaux reviennent, les institutions reprennent leur routine et le discours officiel insiste sur un retour à la stabilité. Dans cette hypothèse, les images de troubles s'estompent progressivement, remplacées par une communication maîtrisée et des signaux économiques rassurants. Pourtant, sous cette surface, la confiance reste fragile. Les acteurs économiques agissent avec prudence, les citoyens conservent une mémoire vive de la coupure, et chaque rumeur future est interprétée à l'aune de cet épisode. La stabilité existe, mais elle repose davantage sur l'usure que sur l'adhésion. Un deuxième scénario,
plus optimiste repose sur une réouverture contrôlée de l'espace public. Ici, la crise agit comme un électrochoc. Les autorités, conscientes du coût politique et économique du silence, engagent Nadi des ajustements visibles. Dialogue avec certains acteurs sociaux, tolérance accrue envers la presse et signaux clairs sur la non-répétition d'une coupure totale. Cette trajectoire n'implique pas une transformation radicale du système, mais une recalibration pragmatique. La mémoire de la coupure devient alors un point de référence partagé, servant de limite implicite à ce qui est jugé acceptable. Un troisième scénario, plus sombre, se profile. Il suppose que la coupure a créé un précédent. Si l'extinction de la parole a fonctionné une fois, elle peut être réutilisée. Dans cette logique, chaque moment de tension future s'accompagne de restrictions similaires, normalisant l'exception. À moyen terme, cela accélère la fuite des capitaux, la polarisation sociale et la radicalisation des modes d'expression. Le calme est maintenu, mais au prix d'une société de plus en plus fragmentée, où la défiance devient structurelle. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. Elles peuvent se succéder ou se combiner selon les décisions prises dans les mois qui suivent. Le point commun est ailleurs. La coupure a déplacé le centre de gravité du débat. Durant. Il ne s'agit plus seulement de procédures électorales, mais de la capacité d'une société à accepter ou refuser que le silence soit utilisé comme instrument. La recommandation de lecture est donc simple. Plutôt que de prédire l'issue exacte, il faut observer les signaux faibles, la place accordée aux médias, la réaction aux critiques et la manière dont la mémoire collective de la coupure est reconnue ou niée. C'est là que se jouera l'après. Pour les citoyens ordinaires, l'épisode agit comme une épreuve intime. Beaucoup découvrent à quel point leur sentiment de sécurité dépendait d'outils invisibles. Pouvoir appeler un proche, vérifier une information, demander de l'aide. Quand ces gestes simples disparaissent, l'angoisse s'installe rapidement. En même temps, une forme de lucidité apparaît. La confiance ne se délègue plus aux écrans, elle se reconstruit dans les relations de proximité avec tous les risques et les limites que cela implique. Pour les jeunes et les étudiants, la coupure marque une rupture générationnelle. Habitués à s'exprimer, à débattre et à s'organiser en ligne, ils se retrouvent contraints de réinventer des modes d'action plus lents, plus visibles et souvent plus exposés. Cette contrainte est frustrante, mais elle produit aussi un apprentissage politique accéléré. La liberté d'expression cesse d'être un concept abstrait et devient une expérience vécue, associée à la peur, mais aussi à la responsabilité. Pour les professionnels, notamment les enseignants, les soignants et les petits entrepreneurs, l'impact est pragmatique. Ils doivent décider sans information fiable, improviser des solutions locales et assumer des coûts personnels immédiats. Chaque choix devient plus lourd car il n'est plus soutenu par un cadre institutionnel clair. Cette pression quotidienne érode la patience sociale même chez ceux qui souhaitent éviter toute confrontation. Pour le lecteur extérieur, enfin, cette histoire agit comme un miroir. Elle invite à se demander ce qui resterait de la vie civique si, soudainement, les canaux habituels disparaissaient. Combien de temps faudrait-il pour que l'incertitude prenne le dessus sur la confiance? Et à partir de quel point l'adaptation deviendrait-elle une forme d'acceptation silencieuse? Ces questions ne demandent pas une réponse immédiate. Elles servent à relier une situation lointaine à des vulnérabilités universelles et à préparer la réflexion sur ce qui pourrait concrètement empêcher que le silence ne devienne une norme répétable. La sortie de crise ne repose pas sur un geste unique, mais sur une séquence lisible. Pour commencer, une première étape s'impose. Reconnaître l'événement. Sans qualifier les intentions, admettre publiquement l'impact réel de la coupure permet de rouvrir un espace de confiance minimale. Dire ce qui s'est passé, quand
et pourquoi, même de manière imparfaite, vaut mieux que prolonger l'ambiguïté. Ensuite, une deuxième étape devient essentielle, restaurer des garde-fous opérationnels. Il s'agit d'établir des règles claires sur l'usage des restrictions numériques avec des seuils, des durées limitées et des mécanismes de contrôle identifiables. Cette clarification réduit l'arbitraire perçu et offre aux acteurs économiques et civiques une base de prévisibilité. Sans ces repères, chaque tension future ravivera la peur d'une répétition. Puis, une troisième étape se dessine, réactiver la médiation indépendante. Le retour des réseaux ne suffit pas. Il faut permettre aux journalistes, aux observateurs et aux organisations civiques de vérifier et de documenter sans entraves excessives. La circulation d'informations crédibles agit comme une soupape, empêchant les rumeurs de devenir le principal carburant de la mobilisation. Après cela, une quatrième étape prend toute son importance, soutenir la réparation sociale. Les blessures, physiques comme psychologiques, laissent des traces durables. Des dispositifs locaux de soins, d'écoute et de compensation symbolique contribuent à transformer la colère en mémoire partagée plutôt qu'en ressentiment. Cette dimension est souvent négligée, mais elle conditionne la stabilité à moyen terme. Enfin, une cinquième étape vient consolider l'ensemble, inscrire l'épisode dans un récit collectif assumé. Ignorer la coupure ou la réduire à un incident technique alimente la défiance. À l'inverse, reconnaître qu'elle a marqué une ligne rouge permet d'en faire un point d'apprentissage. Dans les débats régionaux, la référence à Ibrahim Traoré apparaît ici comme un contrepoint narratif. Non pour transposer un modèle, mais pour rappeler qu'un choix de posture face à la parole populaire engage durablement la légitimité. Cette feuille de route ne garantit pas une issue heureuse. Elle propose des critères observables pour juger si la crise s'apaise réellement ou si elle se fige sous une normalité trompeuse. C'est à ce niveau, plus qu'aux déclarations, que se jouera la suite. Le récit revient alors à des images simples, presque silencieuses. La mère sur son balcon, le téléphone inutile dans la main, n'a pas oublié cette nuit. Le vendeur qui a murmuré sa phrase sur la peur du bruit la répète encore comme une vérité apprise trop tard. Ces figures ordinaires deviennent des repères parce qu'elles incarnent ce que la coupure a réellement touché, la continuité du quotidien. Le motif central se referme ici. Quand les écrans se sont éteints, les voix n'ont pas disparu. Elles ont changé de chemin. La mémoire s'est déplacée vers les corps, les gestes et les récits partagés. Ce déplacement est inconfortable, parfois dangereux, mais il est aussi révélateur. Il montre que le silence imposé ne supprime pas le sens, il le rend plus coûteux à porter. Dans les discussions qui ont suivi, certains ont cherché des figures pour donner un nom à cette tension. Le contraste avec d'autres contextes africains est revenu, notamment avec Ibrahim Traoré, souvent évoqué comme symbole d'un moment où le pouvoir militaire avait choisi de ne pas effacer la voix populaire. Qu'on accepte ou non cette comparaison, elle fonctionne comme un miroir émotionnel. Elle rappelle qu'au-delà des systèmes, ce sont des choix humains qui tracent les lignes de fracture. La phrase qui circule encore, écrite sur des murs ou chuchotée dans les marchés, résume tout. Nous avons essayé de vous le dire. Elle n'accuse pas seulement, elle appelle à se souvenir, car ce qui reste, une fois le calme revenu, n'est pas l'ordre proclamé, mais la trace laissée dans les consciences. Cette histoire ne demande pas une prise de position immédiate, encore moins un verdict définitif. Elle invite plutôt à une vigilance partagée. Quand une société accepte que le silence soit utilisé comme outil, même brièvement, elle modifie sans toujours le voir les règles de ce qu'elle tolère demain. Écouter ce type de récit, le discuter, le transmettre, c'est déjà refuser que l'extinction de la parole devienne un fait banal. Le sens de cette conclusion n'est pas de comparer mécaniquement des pays ou des dirigeants. Les références croisées, y compris celles à Ibrahim Traoré,
servent surtout à rappeler que les choix face à la voix populaire ne sont jamais neutres. Ils engagent une mémoire collective qui dépasse les frontières et les cycles électoraux. Ce qui se joue ici concerne la capacité des sociétés à reconnaître leurs propres lignes rouges. Pour le lecteur, l'invitation est simple. Prendre un moment pour réfléchir à ce qui, dans son propre contexte, pourrait disparaître si les canaux habituels se taisaient. Observer comment les institutions parlent du silence, comment elles le justifient et comment elles le réparent quand il a été imposé. La démocratie ne s'éteint pas toujours dans le bruit. Parfois, elle s'affaiblit dans le calme accepté. La question reste ouverte volontairement.